Alors, on va continuer avec la troisième partie de cette séance après la partie de rappel sur ce que nous avons déjà dit après la présentation, l'excellente présentation de vos camarades sur les indicateurs de performance, Omaima et Heikel. Je les remercie de nouveau. On va passer à la présentation de la partie du cours sur les indicateurs de performance. Je vous propose ce plan pour la présentation de la partie sur les indicateurs de performance. Je vais présenter rapidement ce que une démarche d'amélioration continue, mais plus continue d'un processus ou d'une chaîne logistique. On va répondre par la suite à la question qu'est-ce qu'un indicateur de performance et pourquoi et comment on mesure ce qu'on appelle la performance opérationnelle. C'est quoi déjà la performance opérationnelle? Je vais vous proposer une typologie d'indicateurs ou de KPI. Vos camarades ont proposé une et ce que vous allez trouver dans ce cours, c'est une autre catégorisation et on a encore d'autres. Et on va parler enfin des tableaux de bord. Bah, comme je vous ai déjà dit, je vais partager avec vous une étude de cas qui englobe la partie système d'information et la partie indicateur de performance et ce sera un travail en asynchrone pour les semaines prochaines, pour dimanche, disons. Donc, pour la démarche qu'on appelle d'amélioration continue, c'est principalement formé par 3 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle l'étape de mesure de performance du processus. Puis, recensement des raisons d'inefficacité s'il y a une efficacité constatée. Et puis, on va traiter, après analyse, les causes de cette inefficacité. Ce qui nous intéresse dans cette partie du cours, c'est la partie mesure des performances. Le recensement des raisons, il y a des outils que vous allez voir, entre autres, dans le cours de management de la qualité. Il y a des outils d'analyse de problèmes et dans le cours de gestion de production, lean manufacturing et autres, vous allez avoir d'autres outils pour l'analyse des processus de production pour voir pourquoi on a une efficacité. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la mesure des performances d'un processus ou d'une chaîne logistique. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence ou me proposer une différence entre mesurer et évaluer? Est-ce qu'ils ont déjà le même sens ou est-ce qu'il y a une différence entre mesurer et évaluer? Alors, mesurer, c'est-à-dire oui, Amine. Une mesure, normalement, il y en a le calcul, il y en a quelque chose numérique, et évaluer avant d'analyser. Ça peut être mesuré directement, ça peut être calculé, oui, ça peut être calculé à partir d'une équation. Évaluer, c'est-à-dire? C'est juste analyser, Oui, faire l'analyse de. très bien. Ça peut une interprétation ou une analyse. Donc, mesurer un indicateur donné. Ça peut être, comme Amani a dit, ça peut être mesuré directement en utilisant un capteur ou un appareil de mesure, comme ça peut être calculé à partir d'une équation déjà définie. Ça, c'est une simple mesure de valeur. Pour l'évaluation, lorsqu'on passe à l'interprétation, on dit que la mesure est supérieure à tel seuil, inférieure à tel seuil, ça évolue, ça augmente, ça diminue, c'est constant, c'est une forme sinusoïdale, c'est une forme linéaire. Lorsqu'on commence à interpréter cette valeur-là et, comme écrit devant vous, positionner cette mesure par rapport à une référence, par rapport à un seuil, on parle de évaluation. Donc, pourquoi évaluer? C'est principalement on évalue un système ou une chaîne pour agir. Qu'est-ce que ça veut dire agir maintenant? C'est-à-dire, lorsqu'on mesure et puis on évalue, on peut se trouver dans 2 situations. Ou bien une situation de dysfonctionnement et de défaillance, ou bien une bonne situation de bon fonctionnement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, ce sera un bon fonctionnement. Si on est dans une situation de bon fonctionnement, l'action à entreprendre, c'est de maintenir ce bon fonctionnement-là. Si on est dans une situation défaillante ou une situation de mauvais fonctionnement ou dysfonctionnement, les actions à entreprendre, ce sont des actions dites correctives qui servent à rétablir un bon fonctionnement.
Voilà ce qu'on peut appeler réaction par rapport à une évaluation à une mesure déjà faite. C'est ou bien entreprendre des actions pour maintenir un bon fonctionnement ou bien pour rétablir un dysfonctionnement ou un mauvais fonctionnement. Les mesures qu'on fait pour un système ou pour une chaîne, on les appelle généralement des indicateurs de performance. Les performances d'une entreprise, on va voir quelques exemples par la suite, mais dans le cas général, on appelle ces mesures qu'on fait tout au long d'une chaîne logistique des indicateurs de performance. Quand est-ce qu'on appelle quelque chose un indicateur? C'est surtout lorsque il y a un objectif déjà fixé, une grandeur déjà fixée pour mesure. C'était présenté par vos camarades dans leur présentation. Et ça doit être surtout une donnée dite quantifiée. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, par exemple, de qualité, est-ce que le mot qualité brute, comme ça, est un indicateur de performance? Non. Tout simplement parce que, entre autres, ce n'est pas un indicateur quantifié. Je ne peux pas quantifier le mot qualité. Toute grandeur peut être quantifiée, c'est-à-dire pour la qualité, comment je peux traduire le mot qualité en indicateur de performance? Est-ce que vous avez des propositions? Déjà, ça a été évoqué dans la présentation. Oui, Amine. Efficacité? L'efficacité, c'est un indicateur indépendant de la qualité. On va voir ça par la suite. Mais comment on peut quantifier la qualité de la production ou des produits? Tout simplement. Ça peut être, la qualité du produit peut être évaluée par sa durée de vie, oui. Pour la qualité de la production d'une chaîne. Donc, on dit, il y a 1000 pièces produites. Si j'ai un pourcentage, comme l'exemple cité tout à l'heure, de 98% de bonnes pièces, le fait de donner un pourcentage de bonnes pièces, c'est un indicateur quantifié pour la qualité. Donc, ça peut être un indicateur de qualité puisque c'est quantifié déjà. Je peux quantifier la qualité par le nombre de réclamations clients. Tant que j'ai un nombre de réclamations inférieur à 20 par an, je dis que j'ai une bonne qualité. Donc, j'ai quantifié l'expression bonne qualité et mauvaise qualité lorsque j'ai plus que 20 réclamations par an. Donc, ce qui est à retenir, c'est que pour dire qu'on a un indicateur de performance, il faut que ça soit sous forme de données quantifiées qui a un objectif bien déterminé et cette valeur-là peut être, comme Amine a dit, ou bien directement calculée ou bien directement mesurée ou bien calculée à partir d'une équation. L'indicateur de performance peut aussi être un indicateur simulé, c'est-à-dire, par exemple, un entrepreneur veut implanter une ligne de production. Il peut concevoir cette ligne-là en utilisant un logiciel de conception, par exemple Flexim, vous allez voir ce logiciel-là au 5e année. Il modélise la chaîne qu'il compte mettre en place ou implanter et il simule la cadence qu'il peut produire. Les valeurs obtenues par cette simulation, ce sont des indicateurs simulés et non pas réels, mais ce sont des indicateurs quand même. Puisque j'ai parlé de cadence, vous me rappelez c'est quoi la cadence? Quelqu'un peut me rappeler c'est quoi la cadence? Donc la cadence, c'est le rythme de production ou la quantité produite par unité de temps si on parle d'une chaîne de production de biens. Donc, un indicateur de performance, je reviens aux indicateurs, est associé généralement à une action à piloter et ça doit être quantifié, chiffré et a un objectif bien déterminé. Les indicateurs de performance peuvent concerner les moyens, tels que les véhicules, l'infrastructure, les moyens de l'entreprise, bien évidemment, les quantités en stock, les documents disponibles, etc., peuvent être en relation avec les coûts, les différents coûts logistiques, que ce soit les coûts de revient, les marges de gain, les coûts d'achat matières premières, coûts de stockage, etc. Ça peut concerner les délais,
Ça peut concerner, par exemple, les retards effectués par les fournisseurs ou les retards de production, les écarts entre les dates fixées et les dates réelles. Ça peut concerner les pourcentages des temps, des délais de livraison respectés, etc. Ça peut concerner la qualité de service par rapport au client et la qualité du service des services du fournisseur par rapport à moi-même en tant qu'entreprise productrice. Ça peut concerner ce qu'on appelle le périmètre de l'entreprise, tel que, comme écrit ici, l'espace géographique, les processus, ça peut concerner l'activité ou encore les familles de produits. Vous allez voir que les familles de produits sont très utilisées pour la fonction prévision et planification. Vous allez voir ça par la suite. Et on peut avoir des indicateurs qui sont des résultats de croisement entre différentes caractéristiques, c'est-à-dire je peux trouver, je vous ai cité par exemple le coût de stockage. C'est le croisement de la caractéristique coût et la caractéristique moyen. Donc, je peux avoir des indicateurs entre différentes caractéristiques. Et donc, un exemple de catégorisation d'indicateurs de performance d'une chaîne logistique. Vos camarades tout à l'heure ont proposé une autre catégorisation. Vous pouvez avoir les deux. Ça dépend de ce que vous cherchez pour modéliser, voilà, pour décrire votre chaîne logistique. Et là, vous avez des exemples d'indicateurs, ce qui est signalé. Et nous, on peut avoir des indicateurs stratégiques, des indicateurs tactiques et des indicateurs opérationnels. Ça dépend de l'horizon, le long, le court, voilà, le moyen terme. On a déjà parlé de ça au début de la séance. L'axe des abscisses, c'est toujours le temps. Je rappelle rapidement les adjectifs liés aux périodes. Si on parle d'un indicateur, chaque jour, on dit que l'indicateur est journalier, chaque mois mensuel, chaque année annuel, chaque semaine, c'est hebdomadaire. Il n'est pas semainier, le bien, c'est hebdomadaire. D'accord? Et vous avez un autre exemple de ce qu'on appelle la matrice du supply chain. Dans les lignes, vous avez les horizons ou les termes, et dans les colonnes, vous avez les différentes fonctions d'une chaîne logistique. Il y a, bien sûr, il y a un transfert d'informations entre les différents horizons, c'est-à-dire du long vers le moyen terme, il y a une communication. D'accord? Si on prend par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple ici la stratégie de planification de vente va conditionner, ça c'est un indicateur stratégique, il va conditionner ce qu'on appelle le plan directeur de production, c'est-à-dire l'indicateur stratégique de vente du niveau stratégique va être un indicateur tactique de production pour le moyen terme. Et la continuité peut être trouvée, par exemple, dans la planification des ventes à très court terme ou à court terme ici. Donc, il y a une communication, il y a un transfert d'informations entre les différents horizons et les différentes fonctions. Et donc, ce sont les deux diapositives, ce sont des exemples des indicateurs qu'on peut trouver dans la chaîne logistique dépendamment de l'horizon de décision. Les trois indicateurs clés dans une chaîne logistique sont les indicateurs les plus utilisés. On va voir le quatrième par la suite. Les trois indicateurs les plus utilisés dans une chaîne logistique, parfois, ça crée une confusion dans leur définition. L'efficacité, l'efficience et la pertinence. Ces trois indicateurs définissent la relation entre les trois sommets de ce qu'on appelle la performance opérationnelle. Ces trois sommets sont l'objectif de l'activité, les résultats des activités et les moyens mobilisés aux ressources. Je vous rappelle qu'on parle toujours de ressources financières, ressources humaines et ressources matérielles. Donc, efficacité, efficience et pertinence, c'est définir la relation deux à deux entre les trois sommets du triangle qui définit la performance opérationnelle, qui sont l'objectif, les résultats et les ressources ou les moyens mobilisés.
entre objectif et résultat, on trouve l'efficacité. Entre objectif et pertinence, si on compare l'objectif entre l'objectif et les ressources, on trouve la pertinence, et entre les résultats et les moyens, on trouve voilà, l'écart entre résultats et moyens est mesuré par ce qu'on appelle quelques définitions des trois indicateurs. L'efficacité caractérise l'écart entre les objectifs fixés et les résultats réalisés. Donc, pour évaluer l'efficacité, on peut répondre à la question à quel point l'objectif fixé a été atteint. L'efficacité, c'est à quel point l'objectif fixé a été atteint. Pour l'efficience, c'est une réponse à la question est-ce que les résultats réalisés sont suffisants si on prend en considération les ressources mises en place. C'est-à-dire, l'efficience, ça mesure ou ça compare les ressources mises en place par rapport aux résultats obtenus. Pour la pertinence, ça compare l'adéquation des moyens mis en place ou mis en œuvre par rapport aux objectifs. Est-ce que les objectifs fixés sont en cohérence avec les ressources mises en place? Par exemple, je ne sais pas si je vous ai déjà donné l'exemple en classe, par exemple, si un étudiant a un objectif de passer ou de réussir l'année, c'est-à-dire pour cette année, vous avez un seul objectif de passer en 5e année. Si vous passez en 5e année, est-ce que vous êtes efficace, efficient ou pertinent? J'exige une réponse, s'il vous plaît. Vous passez en 5e année, vous avez un objectif de passer en 5e année, est-ce que vous êtes efficace, efficient ou pertinent? Vous avez atteint votre objectif, donc vous êtes pertinent. L'efficacité? Vous êtes efficace. Vous avez atteint votre objectif, donc tout simplement, vous êtes efficace. Une entreprise qui vise produire 500 pièces, elle produit 500 pièces, elle est efficace. D'accord? Donc, l'efficacité, c'est une valeur, cet indicateur peut avoir une valeur entre 0 et 1. Il ne peut pas atteindre les 1. C'est ou bien on a atteint l'objectif, ou bien on a atteint 80% de l'objectif. Réussir ou pas, c'est un 0 ou 1. Donc, réussir, si vous avez un objectif de réussir l'année, vous passez en 5e année, vous êtes efficace. Maintenant, vous êtes un étudiant intelligent, vous pouvez avoir 15 de moyenne si vous faites un minimum d'efforts. Donc, vous avez l'intelligence nécessaire pour être le premier de la promotion, pour être major de promotion. Mais vous passez avec 10 de moyenne. Donc, où est le problème? C'est où vous avez quand même l'objectif de juste réussir, juste entre guillemets, c'est intéressant de réussir, hein, juste prendre un exemple. Donc, vous avez la compétence d'avoir d'être le premier de votre promotion et vous avez un simple objectif de réussir. Donc, vous n'êtes pas pertinent. Ici, vous avez les moyens de réussir avec excellence, mais vous réussissez uniquement avec un minimum d'efforts et un minimum de résultats. Donc, vous n'avez pas bien exploité les moyens dont vous disposez. Là, on parle de pertinence. Vous faites, c'est les résultats, les moyens par rapport aux objectifs. Mais maintenant, si on compare les résultats par rapport aux moyens, on va donner un exemple rapidement. Oh, on a déjà dépassé le temps. Exemple d'efficience, hein? Qui fait? S'il vous plaît, réfléchissez, je vois. Hein? Réfléchissez, je vois. Donc, l'efficience, c'est une comparaison des résultats par rapport aux moyens, pas par rapport aux objectifs. Résultats par rapport aux moyens.
Mais répondez à la question au moins. Est-ce que l'efficience peut avoir une valeur supérieure à 1? L'efficacité ne peut pas avoir une valeur supérieure à 1. Est-ce que l'efficience peut avoir une valeur supérieure à 1? Pas de réponse aussi. En fait, oui, l'efficience peut avoir un résultat supérieur à 1. C'est le fait de, par exemple, je vais lire le message de votre camarade. Par exemple, l'efficience d'une entreprise consiste à sa capacité de livrer un produit avec le minimum de ressources financières. Oui, augmenter l'efficience revient à minimiser l'effort fourni. Très bien, Omaima. C'est un exemple correct pour expliquer de l'efficience. D'accord? Donc, l'efficience, c'est le fait d'optimiser l'effort pour réaliser un objectif bien déterminé. C'est une comparaison entre résultats, c'est-à-dire objectif réalisé et moyens mis en œuvre, c'est-à-dire minimiser l'effort pour réaliser un objectif. Vous avez ici trois autres définitions des trois indicateurs clés de l'évaluation des chaînes logistiques. Je vous laisse le soin de lire ces définitions vous-même. Il y a une relation entre l'efficience et l'efficacité. L'efficience, en fait, ça revient, augmenter l'efficience, ça revient à exactement presque ce que Omaima a dit, revient à fournir le bon produit en termes de qualité et de quantité au bon moment et au bon client, en minimisant l'effort. L'efficacité, c'est une comparaison de réalisation par rapport à un objectif, quel que soit l'effort fourni. Donc, je peux être efficace sans être efficient. Les indicateurs qui se trouvent tout au long d'une chaîne logistique sont appelés des KPI. Dorénavant, on va appeler ces indicateurs-là des Key Performance Indicators. Ces Key Performance Indicators peuvent être une deuxième classification autre que celle présentée par vos camarades. Ça peut être des indicateurs de synthèse, comme ça peut être des indicateurs d'analyse. Et cela dépend de la fonction cherchée par la définition de ces KPI-là. On peut définir trois fonctions pour les indicateurs de performance. On peut avoir un objectif de mesure, c'est-à-dire on mesure par exemple l'activité, on mesure l'efficacité des moyens, de la productivité, on mesure la rentabilité. Et dans ce cas, est-ce que, si vous pouvez me répondre, est-ce que c'est un indicateur de synthèse ou d'analyse? Les indicateurs en relation avec la fonction mesure. Est-ce que c'est un indicateur d'analyse ou de synthèse? De synthèse. De synthèse, très bien. C'est un indicateur de synthèse. Pour la fonction contrôle, lorsqu'on parle de contrôle, c'est-à-dire on parle d'une comparaison par rapport à un seuil. On contrôle, par exemple, le taux de réalisation par rapport à un standard de temps, par rapport à un objectif fixé. Dans ce cas, on parle d'indicateur d'analyse. Il y a un troisième type d'indicateur lié à la fonction, dite fonction d'alerte. C'est-à-dire, on va contrôler des indicateurs dont l'objectif de détecter des risques d'accident, des risques de retard, de dépassement, des risques d'augmentation de coûts, des risques de rupture de stock ou comme écrit devant vous, de file d'attente. Et dans ce cas aussi, on parle d'analyse puisqu'on a déjà une valeur de comparaison, un seuil de comparaison puisqu'on a parlé de contrôle. L'objectif principal d'un KPI ou de la mise en place de KPI, c'est dans un premier temps la maîtrise des processus de production et une réactivité, une bonne réactivité par rapport aux changements et par rapport surtout dans ce qui est décrit ici comme fonction alerte par rapport au risque d'accident, de retard ou de rupture de stock. Donc, c'est assurer un bon fonctionnement et réagir par rapport à une défaillance. C'est contrôler, c'est suivre ces indicateurs-là dans l'objectif de maintenir un bon fonctionnement ou rétablir un bon fonctionnement, quelle que soit la fonction logistique traitée.
Ici, vous avez quelques exemples de KPI pour une chaîne logistique de services de transport. Vous avez un entrepôt comme producteur et vous pouvez remarquer que nous avons presque les mêmes indicateurs pour la logistique amont et pour la logistique aval. Et c'est parce que dans la logistique amont, nous avons l'entrepôt qui est un client du fournisseur. Et dans la logistique aval, nous avons l'entrepôt qui est un fournisseur du client. Donc, presque les indicateurs seront inversés pour l'entrepôt. Mais pour une entreprise de production, par exemple, on peut ne pas avoir une symétrie par rapport aux indicateurs. Ce n'est pas une symétrie parfaite, hein, mais il y a plusieurs indicateurs qui se trouvent dans la logistique amont et dans la logistique aval. C'est un cas particulier des entreprises de transport ou de stockage. Ici, vous avez d'autres exemples d'indicateurs. Je vous laisse le soin de voir ça en détail chez vous. On a des indicateurs liés à la performance client, des indicateurs liés à la performance des processus qualité et stockage de la chaîne logistique. Ici, c'est l'approvisionnement et ici, ce sont des indicateurs liés au coût de production, transport et stockage. On peut trouver beaucoup d'autres indicateurs en relation avec toutes les fonctions de la chaîne logistique. Vous vous rappelez de cette figure qu'on a eue lorsqu'on a parlé des 6 sources de perte de temps. Et je vous ai dit que ces temps sont utilisés pour définir un indicateur très utilisé pour l'évaluation surtout des performances de la production, la logistique interne de production d'une entreprise, principalement de production de biens, une entreprise industrielle, manufacturière. Et ce KPI, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique. C'est un taux de rendement qui intègre presque tous les volets ou toutes les conditions en relation avec le fonctionnement de l'entreprise. Il prend en considération la disponibilité des équipements, la qualité de la production et les performances de la production. Cet indicateur est évalué dans l'objectif d'analyser, tout d'abord de mesurer les actions, la progression des actions, d'identifier les dégâts, les pertes qu'on a appelées des mudas ou des gaspillages. Et ça permet surtout de déterminer ce qu'on appelle et d'analyser, après détermination, ce qu'on appelle le post-goulot, appelé aussi goulot de tranglement dans une chaîne logistique. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un goulot de tranglement ou goulet d'étranglement? Qui connaît qu'est-ce que ça veut dire un goulet d'étranglement? En fait, le goulot d'étranglement ou goulet d'étranglement, c'est le point qui conditionne la production de la chaîne considérée. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être le poste qui a le temps de production le plus lent. Un exemple classique pour décrire ce qu'un goulot ou un goulot d'étranglement, c'est lorsqu'on a une chaîne de fabrication d'un vase. Supposons que la fabrication du vase, ça nécessite 30 minutes et le cuisson nécessite 50 minutes. Donc, l'étape cuisson, c'est un goulot d'étranglement parce que c'est l'étape qui prend le plus de temps et qui conditionne le rythme de production, qui conditionne la cadence de toute la chaîne de production. Maintenant, si on analyse cette situation et on trouve que le cuisson dans le four, c'est l'étape qui prend le plus de temps, qu'est-ce que je peux proposer par exemple? Je peux proposer de mettre plus qu'un vase dans le four. Et dans ce cas, on va produire, si on met 2 par exemple, on va avoir un temps de cuisson moyen égal à 25 minutes, qui est bien inférieur aux 30 minutes de production du vase. Donc, on aura un équilibrage, on dit, on a équilibré le poste et on a pris de goulot d'étranglement. Comment on peut déterminer ça? C'est en analysant, entre autres, l'indicateur TRS. Comment on calcule l'indicateur de TRS? Vous allez beaucoup utiliser cet indicateur, que ce soit dans votre projet de fin d'études ou même pour votre travail dans les entreprises lorsque vous serez des ingénieurs. Le TRS, il est calculé en divisant le temps utile par le temps requis, en adoptant
la notation que je vous ai proposée lorsqu'on a parlé des sources de perte de temps. Vous avez ici le même schéma devant vous. Donc, on peut calculer le TRS en divisant le temps utile par le temps requis. On peut calculer le TRS aussi en divisant le nombre de bonnes pièces par le nombre total de pièces calculées. Si vous remplacez le taux de qualité ici, dès que le taux de performance TP et la disponibilité opérationnelle par les équations, ces équations qui dépendent des temps définis par l'élimination des sources de perte de temps. Ici, vous allez trouver que le TRS peut être calculé comme le nombre de bonnes pièces divisé par le nombre total de pièces produites. Donc, on peut le calculer en termes de nombre de bonnes pièces, en termes de temps utile sur temps requis, ou bien si vous disposez du taux de qualité, taux de performance et la disponibilité opérationnelle, ce sont des taux qu'on peut calculer. Il y a des équations qui permettent de calculer, il y a des méthodologies qui permettent de calculer ces taux-là. Vous pouvez calculer le TRS aussi en multipliant ces trois taux. La méthode la plus générale, c'est de considérer les temps utiles et requis en adoptant cette notation-là. Et vous aurez votre valeur de TRS. Vous remarquez ici qu'on n'a pas utilisé le temps alloué pour les arrêts planifiés. Si on prend en considération ce temps, on ne parle plus de TRS, mais on parle de ce qu'on appelle le taux de rendement global ou le TRG, qui est égal au TRS, calculé comme je vous ai déjà présenté, multiplié par ce qu'on appelle le taux de charge. Le taux de charge prend en considération les arrêts planifiés pour entretien préventif, essais et pauses, et pour la sous-charge. On a discuté ces temps-là en classe. Donc, rendu le TRS, si on prend en plus du TRS le taux de charge, on parle du TRG. Et si on prend la référence de temps de fonctionnement comme les 24 heures avec les arrêts stratégiques de fermeture, on parle de ce qu'on appelle le taux, le TRE, qui considère que le temps d'ouverture éventuel de l'entreprise sont les 24 heures. Donc, ça s'appelle, le DS ici, c'est considéré comme un taux stratégique d'engagement. Et les ce qui est en rouge, c'est la fermeture qui m'apprend en classe, je vous rappelle. Si je décide de faire fonctionner mon atelier 8 heures par jour, le reste des 24 heures, c'est un temps de fermeture stratégique. Si on prend en considération ça, on va avoir ce qu'on appelle le TRE. L'indicateur le plus utilisé, c'est le TRS, calculé par l'une des trois équations déjà proposées ici. Vous avez ici un exemple de calcul de ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais vous avez besoin de calculer la disponibilité opérationnelle, vous pouvez considérer ces temps-là qui sont des sources de perte de temps toujours, des détails de sources de perte de temps pour ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle. Ici, je vous ai proposé quelques indicateurs en relation des différentes fonctions logistiques. Chaque fonction sera traitée dans un module à part, mais ici, j'ai essayé de vous trouver un document qui rassemble un nombre le plus complet, si vous voulez, d'indicateurs en relation avec toutes les fonctions, en relation avec une chaîne logistique. Vous pouvez en avoir besoin pour l'étude de cas que je vais vous proposer tout de suite. Parlons maintenant de la qualification de l'indicateur que vous devez définir. Vous devez toujours penser à ce que votre indicateur, votre objectif soit SMART. SMART, ce sont 5 mots en français et encore en anglais. L'acronyme diffère un tout petit peu, mais le contenu est le même. Ce que vos camarades ont proposé au Maïma et Heikel tout à l'heure, c'est autre chose, mais c'est correct aussi. Ici, l'utilisation, l'acronyme les deux acronymes le plus utilisés, Romain. Cet acronyme-là en français, cet acronyme-là en anglais. S pour dire spécifique, c'est-à-dire vous devez avoir un objectif bien déterminé lorsque vous définissez un indicateur.
L'exemple de qualité que j'ai cité tout à l'heure, ce n'est pas un indicateur spécifique, il est général. On doit préciser davantage. Et je vous ai proposé, par exemple, le nombre de réclamations des clients. C'est spécifique. L'indicateur défini doit être mesurable, c'est-à-dire il peut être traduit en un indicateur quantifiable. La satisfaction client est mesurée par le nombre de réclamations. Si on prend par exemple une déformation due à une déformation d'un matériau, cette déformation, je peux la quantifier, je peux la mesurer par exemple, la température. Donc, je sais que ce matériau se déforme lorsqu'il atteint une température bien déterminée. Donc, je dois, même si l'objectif n'est pas mesurable, je dois trouver une traduction en une grandeur mesurable. A pour dire accepter. L'indicateur ou la décision doit être acceptée et par l'employeur et par les employés. Donc, ça doit être le résultat d'un accord entre les différentes parties qui vont travailler sur cet indicateur-là. L'indicateur doit être aussi réaliste. C'est-à-dire, si j'ai des équipements qui ne peuvent produire que 50 pièces par heure, je ne peux pas mettre un objectif ou un indicateur qui vise une production de 1000 pièces par jour, parce que je n'ai pas les moyens de faire ça. Donc, ça doit être réaliste et ça doit être réalisable dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, en tant qu'entreprise, j'ai un objectif d'augmenter le nombre de mes employés, de multiplier le nombre d'employés par 2. Et non, un objectif de multiplier le nombre de mes employés par 2. Je ne peux pas dire que j'ai un objectif de faire ça demain. Parce que déjà, la procédure de recrutement nécessite plus qu'une journée, parce que l'investissement nécessite plus qu'une journée, et parce que la procédure déjà, plutôt l'investissement nécessaire pour doubler le nombre d'employés, ça doit être un budget étudié, ça doit être préparé. D'accord? Pour l'acronyme anglais, c'est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et réalisable dans le temps. C'est presque la même signification, mais avec des nuances, des différences mineures. Pour les tableaux de bord, en plus de ce que vos camarades ont déjà présenté dans leur exposé, je rajoute que le tableau de bord, c'est considéré comme un rapport des synthèses des indicateurs de performance déjà définis. Il doit être clair surtout, il doit être facilement compris par surtout les employés. Ça doit avoir un objectif clair, c'est-à-dire si l'objectif du tableau de bord, c'est le contrôle de la production, il doit être orienté vers la production. Il doit avoir un objectif clair. Et il doit surtout être avoir une simple présentation. Généralement, les tableaux de bord sont présentés sous forme de quoi? Généralement, on n'a pas de chiffres bruts. Dans un tableau, on a des courbes, on a des camemberts, des histogrammes. Donc, un exemple de tableau de bord. Les parties que votre camarade a présentées tout à l'heure, l'entête et le corps du tableau de bord, oui, mais généralement, on a des figures, des courbes et des résultats traités, des mesures et des résultats des KPI. Donc, les données mesurées ne sont pas présentées à l'état brut dans un indicateur, dans un tableau de bord. Voilà ce que j'ai à vous présenter dans le cours pour les indicateurs de performance. Juste après cette séance, vous allez trouver l'étude de cas sur les KPI. Vous allez lire l'étude de cas et répondre aux questions et rendre le travail sur Classroom, s'il vous plaît, et non pas par mail.
Donc, vous rendez les réponses comme sur Google Classroom, مش على الميل. في الميل, on ne peut pas consulter ça. D'accord? Donc, je vous remercie. On a largement dépassé le temps, mais c'est pas grave parce que on avait besoin d'enregistrer la vidéo au début de la séance. Je vous remercie pour votre patience. Vous allez trouver les deux enregistrements. L'enregistrement de la séance du début de la semaine et le cours partagé sur votre Classroom. Je vais arrêter juste l'enregistrement et